Bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Nous, les journalistes, parfois nous analysons, nous spéculons, nous prenons des faits entiers, nous essayons d'en déterminer le sens caché, mais il arrive des moments où on n'a plus besoin de spéculer parce qu'on est en face de l'information, de la source principale. Il arrive des moments, et c'est un moment de joie, où les acteurs de premier plan sont devant vous. Vous n'avez plus à spéculer, posez des questions, ils vous répondent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un acteur de premier plan dans les secteurs politiques et cet acteur va essayer de déterminer l'enjeu du moment. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'en est-il exactement de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays? Vous avez tous compris, nous allons parler certainement du processus électoral, mais au-delà des élections, il existe un enjeu majeur, il existe le pays. Que devient le pays? Est-ce qu'il va survivre à cette secousse? Toutes ces questions, nous allons les poser aujourd'hui à notre invité, que j'ai le plaisir de vous présenter, d'accueillir sur ce plateau. C'est M. Billy Kambale. Billy Kambale, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir. Ça n'a pas été facile, hein. Vous êtes devenu extrêmement occupé, donc il a fallu battre les pavés pour vous avoir. Évidemment, les moments, comme vous le savez, nous sommes à 56 jours des élections. Je pilote pratiquement 2 regroupements politiques. Il faut 800 ou plus de 800 candidats à l'élection, aux élections des législatives nationales et provinciales. Nous sommes à plus de 1400 candidats. Municipales, nous sommes au-delà de 3000. Donc c'est une grosse machine. Il faut vraiment un minimum de concentration. Il faut des commandes, il faut piloter beaucoup de choses au même moment. Mais ça n'empêche pas que quand l'occasion se présente pour parler de notre pays, de son avenir, que nous puissions répondre au présent. Nous vous remercions et nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Mais qui est Billy Kambale? Vous n'êtes plus à présenter. Billy Kambale, vous êtes secrétaire général de l'Union nationale du Congo, vous êtes congolais, donc l'UNC. L'Union nationale pour le Congo, c'est un parti politique de la coalition aujourd'hui. Vous êtes dans l'Union sacrée, un des partis fondateurs d'ailleurs de l'Union sacrée, et votre président, ce qu'on appelle autorité morale, Vital Kamerhe, est parmi les membres du présidium. Mais vous-même, vous êtes comme quelqu'un qui a une formation assez particulière. Vous commencez vos études universitaires en géologie, donc vous entrez sous la terre, pour épuiser les sciences exactes, et puis vous revenez ici, vous avez à Kinshasa, vous terminez en relations internationales, donc vous prenez des ailes. Nous sommes donc en place de quelqu'un qui a et des racines et des ailes. Vous êtes monté très vite dans la politique, hein, parce que vous avez déjà été ministre. Écoutez, les gens rêvent un jour d'être ministre. Vous, être ministre, c'est déjà du passé. Vous avez été ministre de la jeunesse, je crois, dans le gouvernement Ilunga. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général d'un des partis les plus forts. Vous êtes encore jeune et là, vous êtes en train de piloter un regroupement politique. Ceci nous impose quand même une question. Comment on peut, en si peu de temps, vous n'avez même pas encore 50 ans, je n'ose pas dire votre âge, mais comment vous pouvez avoir atteint toutes ces choses aussi vite, aussi rapidement, et d'ailleurs avec beaucoup de succès? Comment vous expliquez ça? Merci beaucoup, cher Willy. Vous êtes d'ailleurs mon homo, parce que Billy, c'est William. C'est William, voilà. En fait. Je peux expliquer cela par la force de la foi et les convictions. Très jeune déjà à l'université, nous étions parmi les meneurs, hein, les plus bouillants. Vous savez très bien que notre région du Kivu est secouée depuis bientôt 25 ans par une guerre qui ne finit pas. Il y a eu autant de résolutions des Nations Unies, il y a eu autant de dialogues et beaucoup d'assises pour tenter de résorber cette crise. La force militaire, mais nous étions toujours du côté de ceux qui sensibilisaient tout le monde pour que l'on puisse jeter un regard particulier à cette situation, parce que nous avons l'impression d'être abandonnés par le monde. Vous voyez l'attaque du Hamas, comment le monde se mobilise. Un seul jour, mais le monde entier s'est mobilisé. Mais 25 ans, le monde est toujours dans l'expectative. Nous ne pouvons pas le comprendre. Et donc,
Très jeune déjà, je m'étais engagé pour me battre pour que la paix revienne. J'ai sensibilisé les jeunes, j'ai été dans beaucoup de mouvements des jeunes. Et quand, effectivement, le président Vital Kamerhe, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale et dans une émission sur Radio Okapi, décide, et là je suis à l'aise parce que je parle à côté d'un témoin privilégié de cet événement important qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Parce que Vital Kamerhe, connu à l'époque comme le bras droit de Joseph Kabila, comme l'homme qui soufflait à l'oreille du président, mais qui prend le courage de dire non à une décision qu'il estimait comme dangereuse. Et je sais très bien qu'à l'époque, même dans son entourage, les gens étaient divisés sur cette sortie médiatique. Oui. Mais l'homme est resté de marbre, il a gardé sa position. Et c'est là que moi, personnellement, je trouve aussi mon chemin. Donc vous avez suivi cette déclaration-là qu'il fait à Radio Okapi? Oui. Vous étiez... J'étais à l'université de Kinshasa, nous étions encore des étudiants. Oui. Nous suivons un homme sur Radio Okapi. Que vous ne connaissez pas physiquement? Non, physiquement, je ne connaissais pas, jamais vu, jamais rencontré. Et vous avez suivi, oui. Et il déclare... sur Radio Okapi, qui n'est pas d'accord. Qu'il n'est pas d'accord avec l'entrée des troupes rwandaises qu'on fait entrer officiellement sur notre terre. Et il dit que les blessures sont encore fraîches pour que nous puissions encore une fois accepter que les gens qui ont commis des massacres, la population est encore traumatisée, que ce soit encore eux qui viennent en sapeurs-pompiers. Et il avait dit qu'il n'était pas d'accord. Et à la suite de cela, il va démissionner de l'Assemblée. Et nous étions de ces jeunes qui l'encourageons tout le temps par des messages de mémoire, des mémos, tout le temps de lui dire « c'est votre moment, vous devez créer votre route ». Et il a frayé son chemin, il a créé l'UNC. Nous sommes parmi les premiers adhérents à l'UNC. Moi, j'ai adhéré à l'UNC comme un membre simple. Et je suivais tout le monde, mais je savais que mon jour arrivera. J'ai travaillé comme militant et à la base. Et c'est lui-même qui me découvre dans une émission. J'étais en train de parler de lui parce que j'avais un faible pour l'homme. Il a publié un livre, La politique transatlantique de la République démocratique du Congo, RDC, Terre d'espoir pour l'humanité. Alors il me découvre dans une émission en train de parler de ses idées, de développer tout ce qu'il a... avec votre formation des relations internationales, et géologue, vous connaissez les ressources. Je connaissais les ressources, voilà. Je connaissais les similitudes que lui expliquait, comme le Brésil et le Congo, la séparation des plaques tectoniques. J'expliquais cela avec tellement d'aisance qu'il me découvre à la télé. Et c'est comme ça qu'il me fait venir. Et vous vous rencontrez. On se rencontre pour la première fois. Et vous entrez, Vital Kamerhe est assis, vous venez. Vital Kamerhe est assis, l'homme, tous nous rêvions, hein, Vital Kamerhe, c'est quand même cet homme qui nous a tous fascinés à l'université. À chaque fois qu'il présidait les séances à l'Assemblée nationale, nous fouillions parfois les cours pour venir devant la télé. Et quel homme! Intelligence, 12 heures de débat à l'Assemblée, il résume en moins de 10 minutes. Et c'était quelqu'un de... En fait, il nous faisait rêver. Vous vous rencontrez? Et là, je le rencontre à sa résidence à Moneditu. Je le vois pour la première fois. Et il y a un de ses proches qui dit non, voilà, c'est un jeune prometteur, il faut lui acheter des vestes et tout ça. Mais curieusement, lui, il dit non. Les jeunes doivent continuer à se battre dans ces mêmes conditions. Parce que moi, je ne l'ai pas connu. Ce n'est pas moi qui l'ai recruté, non. C'est lui-même qui s'est recruté. Voilà. Il a cru. Moi, j'ai besoin maintenant des gens qui croient en mes idées et avec lesquels nous pouvons cheminer ensemble. Et c'est comme ça le début de ma carrière. Ça n'a pas été facile. Bien sûr. Bien Beaucoup sûr. de combats. Bien sûr. Je devais livrer des batailles au sein de l'UNC. Je trouve d'abord les fondateurs. Bien sûr. Nous sommes la nouvelle génération qui vient d'arriver. Nous arrivons pratiquement dans une maison occupée. Toutes les places sont prises. Il faut nous frayer le chemin. Nous allons choisir le chemin du militantisme.
Alors, c'est vrai qu'on va pas... on a bien posé la problématique, mais vous avez certainement entendu des gens dire que Willy Kambale, c'est pas l'homme qu'il faut à la tête de l'INC, c'est un parti géant, comment on peut donner ça à un jeune, quelle bataille il va gagner. Bon, c'est vrai que vous avez fait des choses. Si vous devez répondre à ça, vous leur opposerez quel bilan? D'abord, la première des choses, c'est que on ne peut pas parler de Willy Kambale comme secrétaire général de l'UNC sans parler de sa face de militant au sein de l'UNC. Les autres ont amené les idées à côté de Vital Kamerhe. C'était des grands cadres, Jean Baudouin Maillot, Jean-Bertrand Ewanga, Loubaya, c'était la crème de la crème. Et ils ont vraiment apporté leur touche. Ils ont vraiment contribué à ces partis, puisque au départ, l'UNC est connu comme un parti des cadres, des élites. Ce que nous apportons par contre, c'est le militantisme. Parce que dans les fonds, nous venons de l'UDPS. Oui, bien sûr. Nous venons de la rue, nous venons des parlements debout de Beni à Livoulou là-bas. Nous voyons une étoile montante qui est Vital Kamerhe. Mais nous décelons déjà la faille dans le système qui est mis en place à l'UNC. C'est la bourgeoisie, ça veut dire on va à Réunion, on termine, c'est au restaurant India, on va, on mange, on prend un verre, c'est la bourgeoisie. Mais nous apportons le militantisme. C'est comme ça que nous sommes d'abord incompris dès le départ. Puisque moi, quand nous commençons avec mon compagnon, Dr Sélé, que je salue en passant, nous disons au président, Monsieur le Président, ici vous faites de l'opposition. Quand nous terminons les élections de 2011, les bureaux sont fermés. Jusque début 2012, jusque fin 2012, les bureaux sont fermés. Tout le monde déserte complètement le parti. Nous disons au président, non. Monsieur le Président, la politique, ce n'est pas une activité circonstancielle. Occasionnelle. C'est la vie de tous les jours. C'est un peuple. Nous sommes dans la rue depuis des années. Nous ne pouvons pas comprendre que nous entrons dans la vie. Nous avons cru en vous. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Nous devons vivifier cette opposition. C'est comme ça que nous organisons des premières manifestations financées par nous-mêmes, par l'argent. Nous commençons à faire passer les Kitunga pour que les gens aient de quoi payer les instruments, pour agrémenter, ainsi de suite, pour sensibiliser les cadres et les faire comprendre que 2016 approche, entre 2012 et 2016, c'est 4 ans, nous devons nous battre pour convaincre les populations à adhérer à notre idéal. C'est cette touche. Et là, le combat commence entre nous et les aînés que nous avons trouvés. Parce qu'on trouve que nous voulons ramener le président dans un schéma qui n'est pas le leur. Un peu insurrectionnel. Voilà, ce n'est plus le combat d'idées. C'est plus le combat d'idées de la télévision, mais ça devient maintenant un combat de la rue où eux estiment que nous allons mettre le président en danger. Ouais. Mais nous disons, jamais une opposition n'a gagné face à un pouvoir s'il n'a pas fait gronder la rue. Nous anticipons déjà en disant que les pouvoirs que vous voyez là-bas, ils vont tenter de modifier la Constitution. Ils vont tenter, et la réflexion, plus les années passées, plus nous avions raison, parce qu'en 2015, nous sommes à la tête du mouvement insurrectionnel du 19, 20, 21 janvier, qui va faire reculer les pouvoirs face à la loi. À la révision constitutionnelle. À la révision constitutionnelle. Oui. Vous vous rappelez, à l'époque, même l'UDPS avait appelé ses militants à ne pas suivre ce mouvement, mais nous étions à la tête de cette fougue de la jeunesse de l'UNC, et nous avions tout organisé pour paralyser cette ville et faire reculer le pouvoir. Donc, quand vous parlez de Willy Kambale comme secrétaire général, il faut vous rappeler de ces moments qui a fait quitter l'UNC d'un parti des cadres qui sont désintéressés par un combat permanent politique à un parti qui est maintenant sur terrain et tous les jours.
pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous verrez que n'importe quel cadre qui se retrouve dans n'importe quel coin du pays organise au moins une réunion pour parler de l'UNC, pour parler de notre vision, pour parler de nos ambitions, pour parler de nos... Et à chaque fois que nous levons des options sur le plan politique, ça se répercute jusque dans les villages le plus lointain. C'est cet idéal que nous avons amené et ce qui fait qu'aujourd'hui l'UNC c'est une machine incontournable. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le nom de Vital Kamerhe parce qu'il faut reconnaître que VK est de loin plus grand que l'UNC. Mais mon souci c'était de tenter de ramener l'UNC vers la notoriété de VK. Et c'est mon combat. Et je continue à le mener avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois en ce que nous faisons. Évidemment, on ne peut pas parler de VK sans parler de l'épisode difficile, l'épisode de la prison, l'épisode des procès. Billy Kambale, on vous a vu systématiquement, de manière permanente, résister à l'idée que c'était fini pour VK. Où vous avez trouvé la force de résister à cette idée et de croire que ce n'était pas du tout fini, c'était un épisode malheureuse, mais pas définitif. D'abord l'homme. VK est quelqu'un d'un mental, franchement, lui-même d'abord, il donnait cette espérance. Ça veut dire que quand vous le rencontrez, vous parlez avec lui, vous sentez un homme qui considère que c'est un épisode de la vie. 20 ans, 30 ans, 40 ans, les grands sont passés par là, ils n'en sont pas morts. Et lui-même disait, la prison n'est pas la morgue. C'est d'abord lui-même. Et ça nous a fortifiés pour dire que le combat que nous devons mener, c'est de les sortir d'ici. Ça a été un combat, c'est vrai, très dur parce que, truffé de beaucoup de malentendus, nous avons été trahis, y compris dans notre propre maison, mais nous n'avons pas fléchi tout autant. Il fallait garder le cap, il fallait maintenir les relations avec le président de la République, mais en même temps, suivre les cours de ce qui se passait. Maintenir cet équilibre face je peux dire, face à une base qui vient de l'opposition, qui pense que tout doit s'obtenir par la rue, par la force, par le rapport de force. Ça n'a jamais été facile de gérer cet épisode. Moi, je quitte le gouvernement fraîchement, j'arrive directement à la tête du parti. Je trouve pratiquement une base dans l'opposition. En colère. En colère. Contre le pouvoir. Parce qu'estimant que le pouvoir a arrêté notre chef. Je devais jouer donc à l'équilibre. Ne pas perdre la base, mais maintenir aussi la confiance avec le pouvoir. C'était un exercice très compliqué. J'ai été incompris, mais je pense que le temps a fini par remettre les choses dans l'ordre. Vital Kamerhe est aujourd'hui un homme libre. Et il est vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie. Même si nous avons quelques petits problèmes en économie. Hein, bon, ça, on va en parler plus tard. Pour le moment, je voudrais peut-être que, comme on a posé les bases de votre action politique, dans quelques jours, si vous avez vous-même dit, dans 56 jours à peu près, ce sont les élections. Nous ne sommes pas dans la campagne électorale, mais nous sommes dans la lecture des enjeux. Selon vous, M. Billy Kambale, quelle est la perception que vous avez de ces élections? L'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental de ces élections, pour être bref, c'est le pays. Nous devons faire le choix entre livrer le pays et protéger le pays. C'est l'enjeu de ces élections. Il y a des gens qui, pour eux, quel que soit ce que deviendra le pays, ils doivent devenir président de la République. Et il y a d'autres qui tiennent tellement au pays qu'ils disent et qui implorent les ancêtres pour dire nous ne pouvons pas perdre notre pays que parce qu'il y a les élections. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se passe à l'est du pays. Et on peut voir le comportement des acteurs politiques par rapport à ce qui se passe au pays. Vous êtes en face d'un camp qui dit nous avons assez souffert d'une agression, des agressions à répétition d'un voisin belliqueux et que pour cette fois-ci, nous devons nous battre pour notre fierté. Mais il y a d'autres, à chaque fois que
territoire où les villes, où les cités tombent, ils font la fête. Dans le même pays où nous exerçons tous la politique. Et donc, nous devons aujourd'hui opérer un choix. Soit nous protégeons les pays, parce qu'il ne faut pas oublier, monsieur le journaliste, que Adolf Hitler est arrivé à la tête de l'Allemagne à travers les élections. Mais c'est l'un des dirigeants qui a mis le monde entier à feu et à sang. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais remis de ce que Hitler a fait du monde entier. Donc ça veut dire que les élections en soi ne sont pas une panacée pour que nous puissions avoir une stabilité, un pays et une nation avec notre fierté. Donc ici, on va aller aux élections, mais la question fondamentale que nous devons nous poser, est-ce que nous protégeons notre pays avec ceux qui aiment le pays? Parce qu'ici, il faut se dire, je préfère un diable que je connais qu'un ange que je ne maîtrise pas. Donc ici, c'est un choix que nous devons opérer. Et chacun doit le faire en âme et conscience. Et moi, je dis, l'enjeu pour ces élections, c'est la protection d'abord et avant tout du pays. Le reste, nous en parlerons après, mais nous devons d'abord nous rassurer que le pays est bel et bien entre les mains de ces dignes fils qui peuvent le protéger. Il y a quelques mois, le président de l'Assemblée nationale, j'ai cité M. Mbosso, disait, il s'adressait aux députés en disant « quittez les groupes armés ». Il disait ça parce qu'il estimait que la guerre à l'Est n'était pas simplement une guerre avec des groupes comme ça, des rapines, mais il y avait derrière tous ces groupes des hommes politiques. Aujourd'hui, avec la nouvelle configuration sur terrain, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Comment vous réagissez? Alors, à l'est du pays, pour ceux qui connaissent ce qui se passe au pays, à l'est du pays, il y a deux types de groupes armés. Il y a des groupes armés d'autodéfense qui, pour eux, estiment qu'ils protègent leurs terres en proie à cette expansion du Pax Rwandana, comme ça on peut l'appeler, comme à l'époque on appelait le Pax Romana. Ici, c'est comme le Pax Rwandana. Ouais. Et donc, il y a des groupes d'autodéfense qui sont nés pour résister face à cette agression. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est parce que les gens n'interrogent pas l'histoire. L'histoire des Maïmaï existe depuis les années 90. Parce que les velléités qui se retrouvent dans cette région, les gens les découvrent avec l'entrée de l'AFDEL. Mais en réalité, cette région est sous une menace permanente, notamment dans la région des Massissi, depuis les années 90. Après la conférence nationale souveraine, les tensions qui ont été créées déjà à partir de Kinshasa, il y avait des répercussions avec des mouvements à l'époque. C'est comme ça que les Maïmaï sont nés dans cette région. Alors, cette sève est restée en train d'alimenter cet arbre de la résistance. Mais de l'autre côté, maintenant, il y a des groupes armés qui sont en fait des petits pillards au service de l'étranger et qui sont des groupes bien identifiés. Ce sont ces groupes, j'imagine, ce sont ces groupes qui étaient la cible du président de l'Assemblée nationale, du président Mbosso. Parce que ces groupes-là, effectivement, il y a des Congolais qui sont dans ces groupes-là, mais en même temps, on sait que ce sont des pantins des pays étrangers. Alors, la résurgence des mouvements de résistance à l'est du pays, qu'on appelle actuellement les Wazalendo, c'est en fait la continuité de ces mouvements dont j'ai parlé ici, qui datent des années 90, et qui luttent contre l'occupation de nos terres depuis longtemps. Je vais vous donner l'exemple du territoire des Lubero, par exemple. Vous verrez que les Rwandais peuvent avancer, ils peuvent combattre, mais quand ils arrivent à la frontière entre le territoire de Lubero et le territoire de Rutshuru, ils s'arrêtent par là. Parce qu'ils savent que là-bas, s'ils y aillent, il y a le feu. C'est le feu, ils se livrent eux-mêmes à l'abattoir. D'un côté, c'est vrai que nous pouvons déplorer des fois des tracasseries de ces groupes de résistance et tout, mais en termes dans le fond,
sur le combat de la protection de la terre. Nous ne pouvons pas négliger cela. C'est comme ça d'ailleurs que vous rappelez, à Sun City, ça a été un débat où la composante Maï Maï pour le RCD Gomas, la composante Maï Maï, c'était des groupes négatifs qu'il fallait éradiquer comme d'autres, mais la composante gouvernement qui connaissait les vertus de ces jeunes gens-là en a fait une entité à part entière à Sun City. Donc je crois que cet idéal devait continuer, mais cette fois-ci, il faut changer de forme. Parce que ces jeunes ont existé, ils existent, mais il faut renforcer par des lois pour les protéger aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui étonne quand même l'opinion, c'est que la protection de notre territoire revient quand même à l'armée nationale. Alors, comment les Ouazalendo semblent avoir pris la place des FARDC? Je crois que là, c'est une vision simpliste d'une situation aussi complexe que celle que nous vivons. C'est parce que nous ne nous informons pas aussi de ce qui se passe ailleurs. Je veux vous dire que les États-Unis d'Amérique sous-traitent aussi leur sécurité. Ils ont des sociétés privées qu'ils sous-traitent. C'est parce qu'on ne les dit pas assez. Les États-Unis que vous voyez là, c'est une création des milices. Les Abraham Lincoln, c'était des miliciens contre la couronne britannique. Après, ils ont créé un État, ils ont formé, et il y a eu même les sécessions, ainsi de suite. Les États-Unis que vous voyez là, c'est un pays construit sur les années. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Nous sommes un pays où la balkanisation du Congo, c'est un plan concocté depuis très longtemps. Face à un complot aussi vaste et aussi ramifié, il faut construire une conscience nationale avec une capacité de résistance qui va au-delà du simple formalisme. Attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Là où on vous amène, c'est justement vous faire croire que le formalisme doit vous guider et rester pendant que le Rwanda lui-même a toujours nié que le M23 n'est pas rwandais. Mais pourquoi on nie au Congo de faire naître cette conscience aux patriotes qui peuvent résister? Pourquoi aux États-Unis, il y a le droit de port d'armes à tout citoyen qui le veut? Il y a même un lobby très puissant qui, à chaque fois qu'on a voulu réglementer cette histoire de port d'armes, ils se sont levés parce qu'ils estiment que les États-Unis, c'est un pays où chaque citoyen est appelé à défendre la patrie à tout moment qu'elle est menacée. Et que donc, tous les moyens doivent être mis à la disposition des citoyens. Mais en même temps, on nous refuse à nous de défendre notre patrie, de défendre notre identité. Et moi, je pense que il faut absolument que le gouvernement accentue l'encadrement de tous ces citoyens qui se portent garant. Vous ne savez pas quelle est la souffrance qu'il y a dans les montagnes du Kivu, que ces jeunes sont appelés à affronter les intempéries, à affronter une armée qui a été formée dans des meilleures académies du monde, l'armée rwandaise. Ils doivent les affronter par des méthodes parfois traditionnelles. Ce genre de courage, ce n'est pas dans les moqueries de certaines personnes que nous pouvons continuer à minimiser cette volonté de vouloir protéger la terre. C'est mon point de vue et je le partage. Évidemment, les élections vont arriver et parmi les dossiers un peu importants, on soupçonne l'Union sacrée de vouloir influer sur la validation des candidatures. Est-ce que l'Union sacrée, qui a déjà son candidat, la personne de Félix Tshisekedi, aurait peur d'autres candidats? Pourquoi vous ne laisserez pas la compétition se jouer de manière en tout cas équitable? En tout cas, si la volonté d'exclure ou d'inféoder les institutions qui travaillent dans le traitement des candidatures était, si vous voulez, manifeste qu'on voulait agir, déjà à partir de Kadima, on devait écarter les candidatures. Pourquoi chez Kadima, on n'influencerait pas, mais on préférait à un autre niveau ou à une autre institution? Là, c'est le premier postulat. Deuxième postulat, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas, avec toute la force de Félix Tshisekedi, toutes les alliances qu'il a tissées tout au long de son mandat, et les actions qu'il a pu poser, s'il peut encore avoir peur d'un candidat, je ne pense pas. Je pense plutôt que la psychose est du côté des concurrents de Félix Tshisekedi.
Ça veut dire on est en train de voir la facilité avec laquelle les choses se font, et ses concurrents se disent non, c'est trop beau pour être vrai. Et je suis convaincu que parce que nous avions eu le processus de 2018, les opposants ont été invalidés en cascade. Ce qui est curieux, ce sont les mêmes personnes qui ont invalidé les gens en 2018 qui sont devenus leurs défenseurs d'aujourd'hui. Le dynamisme de la politique congolaise, parfois ça me dépasse, mais j'ai dit, bon, c'est leur point de vue. Mais moi je pense que s'il y avait effectivement cette volonté d'inféoder les institutions, la première que nous devrions inféoder pour invalider des candidatures, c'était la CENI, parce que là c'est facile de le faire. Alors, évidemment, on va vous dire, vous soutenez Félix-Antoine Tshisekedi. On vous demandera, mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Qu'est-ce que vous retenez à son profit par rapport à la nation pour qu'il ait aujourd'hui le courage de demander un second mandat? Selon vous, Billy Kambale, pour quelles raisons les Congolais lui feraient encore confiance, même s'ils ne sont pas encore en campagne électorale? Je pense qu'il faut compartimenter la gestion de Félix Tshisekedi. Non seulement il faut la compartimenter, mais aussi il faut la définir dans le temps. De 2019 à fin 2021, il y a ce qu'on a appelé le FCC Cash. De 2022 à nos jours, il y a l'Union sacrée de la nation. Donc, c'est deux périodes différentes qu'il faut juger en s'inscrivant dans les temps et dans l'espace. Si on peut juger le bilan de Félix Tshisekedi de 2019 à 2021, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une majorité qui n'était pas la sienne et qui a voulu gouverner par défi et contre la volonté du président de la République. Vous vous rappelez, un président de la République prend des ordonnances, une ministre de portefeuille refuse d'exécuter les ordonnances du chef de l'État. C'était au-delà de moi-même. Nous sommes au gouvernement, je ne voudrais pas ici... Vous étiez là quand même, hein, membre du gouvernement. J'étais là, membre du gouvernement. Donc je suis un témoin privilégié du blocus systématique qu'il y avait contre Félix Tshisekedi et que c'était difficile qu'il réalise quoi que ce soit parce que d'abord c'était le dédain, c'était le mépris et tous les disaient, ils le disaient même à qui ils voulaient l'attendre, que ce sont eux qui ont le pouvoir, Félix Tshisekedi n'est qu'une étiquette et ça nous révoltait. Nous avons vécu donc sous cette frustration pendant 2 ans durant au gouvernement et nous avons été de ceux qui ont dit au président Félix Tshisekedi qu'il fallait mettre un terme à cette collaboration. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la désignation cavalière de Malonda comme président de la CENI et la loi Sakata Minaku où un ministre de la Justice s'est arrogé le droit de donner l'avis du gouvernement sans que cela ne soit débattu en Conseil des ministres et à l'insu du président de la République. Il a donné les avis du gouvernement. Lorsqu'on arrive maintenant pour débattre de la question, moi je soulève le doigt, je dis au président de la République, j'ai dit, monsieur le président, nous perdons notre État. L'information à ma possession, le ministre avait déjà transmis l'avis du gouvernement, nous voulons débattre de quoi? Le président Félix pose la question à Tunda, il est vivant. On lui dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on m'apprend? Jean Baudouin Mayo prend la parole, il dit la même chose que moi, pour dire, monsieur le président, on veut nous tourner en bourrique. On a déjà donné l'avis du gouvernement favorable à la loi Minaku Sakata et donc ça ne sert à rien que nous puissions nous réunir ici pour ça. Et c'est ce jour-là qu'on a mis fin à la coalition FCC-Cash. Donc je suis un témoin privilégié et parmi les acteurs qui ont tout fait pour qu'on mette fin à cette histoire qui ne faisait que nous faire reculer et il n'y a aucune action du président qui pouvait réussir. La gratuité de l'enseignement a été combattue systématiquement par le FCC Cash. Systématiquement. Le budget de l'État, à chaque fois qu'on voulait monter pour dire qu'il y a des mécanismes par lesquels on peut encore mobiliser les ressources, et il nous démontrait que c'était faux et archi faux.
Mais aujourd'hui, je peux vous dire que s'il faut évaluer maintenant l'action de Félix Tshisekedi, il faut commencer en 2021 jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui a été accompli? C'est dans ce laps de temps, moins de 3 ans. Dans moins de 3 ans, qu'est-ce qui a été accompli? Nous avons plus de 1000 écoles qui sont construites. Nous avons plus de 700 centres de santé qui sont construits. En moins de 3 ans, nous avons des avenues à Kinshasa qui ont été totalement asphaltées et de manière rapide. En moins de 3 ans, nous avons des hôpitaux qui ont été construits. Jason Sen de Lubumbashi. Nous avons l'hôpital Mama Yemo en construction à Kinshasa. Nous avons 3 universités qui ont été réhabilitées complètement. L'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi qui est aujourd'hui sous les projecteurs. Il y a des universités en construction à Kananga, à Bunia, à Mbujimaï. Les aéroports sont aujourd'hui en construction. L'aéroport de Kolwezi est en cours de finition. L'aéroport de Boende en finition. Il y a l'aéroport de Mbujimaï en construction. L'aéroport de Kananga en construction. Il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en termes de gouvernance, 5e revue du Fonds monétaire international satisfait par rapport à la bonne gouvernance. Avec l'inspection générale des finances, on a traqué tous les détourneurs sans exception. Et aujourd'hui, le budget de l'État, lorsqu'on fait même l'évaluation de la reddition des comptes, nous arrivons aujourd'hui à mobiliser 12 milliards à 13 milliards de dollars chaque année. Ce sont des prouesses. Aujourd'hui, les enseignants, le barème salarial que nous avons trouvé quand nous sommes arrivés au début de notre mandat, nous l'avons triplé pratiquement. Les médecins, Félix Tshisekedi a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mécanisé plus de médecins que tous les régimes précédents. En moins de 3 ans, j'ai dit bien. Si vous prenez les fonctionnaires de l'État, en ce qui concerne la régularité, la régularisation de la situation, beaucoup de nouvelles unités ont intégré notre système, y compris les enseignants. Je ne peux pas vous parler. C'est des milliers d'enseignants qui ont intégré les barèmes salariales. Aujourd'hui, ils sont payés régulièrement. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le prestige. Vous savez, le Congo, c'était ce pays pour lequel on se moquait chaque jour. Félix Tshisekedi, c'est vrai, les gens ont critiqué ses voyages, mais il ne faisait pas de voyage pour le simple plaisir. Il a été reçu par des sommités du monde. L'empereur du Japon, vous savez très bien que c'est un personnage invisible complètement. Mais Félix Tshisekedi a réussi à le sortir de sa tanière. Le roi des Belges a effectué même un voyage ici. Vous savez combien de fois le roi des Belges est arrivé dans ce pays? Félix Tshisekedi, en moins de 2 ans. Le pape est arrivé ici. Dans le monde entier, chancelière allemande, le président Macron n'en parle pas, il a même effectué un voyage ici. Ça veut dire que aujourd'hui, le Congo, c'est un pays fréquentable. Il y a le président Poutine, le président Erdogan, et tout. Ça dit tous les grands du monde ont ouvert le tapis rouge au président Félix Tshisekedi. Tout cela, c'est le prestige. On peut... Parce que vous savez, Willy, moi je suis politologue donc de formation, c'est parce que les gens ne connaissent pas c'est quoi l'État. L'État, c'est comme un auteur le définit, comme le Léviathan. On ne sait pas voir ni la tête, ni la queue. On ne sait pas le définir. Comme Hobbes. Vous comprenez? Les gens ne savent pas que l'État, c'est aussi la symbolique. Les gens ne se posent jamais des questions. Pourquoi quand on doit arriver devant un drapeau, on doit s'incliner? Ou quand il y a l'hymne, nous devons avoir une attitude qui est recommandée. C'est l'État. Et ces gens, les actes posés par Félix Tshisekedi, ont remis le Congo sur les rails. L'empereur du Japon avait même déclaré « Congo is back ». Ce sont des gens spirituellement élevés. Quand il dit ça, vous devez percevoir la profondeur de ce qu'il dit. Le problème du Congo, c'est que nous sommes tellement superficiels et des fois ça me désole. Mais je pense que au-delà de ça, il y a aussi la destinée de Félix Tshisekedi. Très bien. Mais alors, on va arriver vers la fin de cette émission, mais une dernière question, je ne peux pas vous la poser. Voilà, vous venez de dire tout ce que le président Félix Tshisekedi a fait, mais comment vous expliquez que d'autres disent que Tshisekedi a totalement échoué? Parce que devant les évidences,
la logique formelle nous dit deux propositions contraires ne peuvent pas être vraies en même temps. Comment peut-on affirmer une chose, en même temps on affirme son contraire? Il ne peut pas avoir réussi, il ne peut pas en même temps avoir échoué. Comment vous expliquez maintenant, vous, que les gens, certaines opinions, sont prêtes à aller vers la peuple pour dire qu'il a échoué? Qu'est-ce qui explique ça, à votre avis? Ce qui explique cela, c'est la guerre. Nous sommes dans une bataille. Oui. Jamais un adversaire dira que son concurrent est plus fort que lui ou il a réussi. Mais ce qui nous met à l'aise, c'est que la plupart des concurrents de Félix Tshisekedi ont déjà géré ce pays. C'est-à-dire, nous sommes face à des gens aussi qui doivent présenter les bilans, qu'il faut confronter à celui de Félix Tshisekedi. Ça, c'est un. Deux, c'est que ça dépend de la perception. Pour nous, qui suivons de près l'évolution de ce pays et ce qui a été accompli dans ce laps de temps tel que je l'ai cité ici, entre 2002 et 2023, donc ça veut dire 2 ans durant, ce qui vient d'être accompli, pour nous, nous pensons que ça dépend des référentiels. Où est-ce que tu t'es situé pour être un bon observateur et voir que les choses ont complètement changé? Qui pouvait imaginer que dans ce pays, en l'espace de 10 ans, 6 immeubles pouvaient sortir des terres et monter. Il y a même vos confrères des Jeunes Afrique qui ont dit que finalement les Turcs deviennent plus performants que les Chinois. Parce qu'effectivement, ce sont des modèles économiques, des modèles de partenariat que Félix Tshisekedi a apporté au pays. Et une fois les vrais observateurs le voient comme ça, ils se disent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, le Congo aura l'un des plus grands centres financiers d'Afrique centrale, avec des infrastructures totalement modernisées. Je passe par là, en face des affaires étrangères, je regarde moi-même, j'ai dit que ceux qui maudissent ce pays sont en train d'être confondus tous les jours. Et que ceux qui ne croient pas que ce pays peut sortir de ce marasme, je pense qu'ils sont en train de se tromper. Et quand on me dit, j'arrive à la Fikine, je vois plus de 1500 containers de matériel pour moderniser la Fikine, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre pays. Mais parce que justement certains sont aveuglés par la haine, la médisance, la calomnie et tous les maux et vices qui rongent notre société, les gens ne peuvent pas voir, tout simplement. Billy Kambale, nous arrivons à la fin de cette interview. Ça a été vraiment un très grand plaisir. Mais est-ce que vous-même, vous êtes candidat quelque part? Est-ce que vous aurez le temps vraiment de vous occuper d'une candidature personnelle? Je suis candidat à Lubero chez moi. Oui. Lubero, c'est un territoire du Nord Kivu. Et Willy Kalengai, mon grand frère, on se verra ici au mois de janvier, certainement sur ce plateau. Vous verrez les scores que je vais réaliser là-bas. Je ne veux pas beaucoup parler. Vous êtes donc candidat à Lubero et c'est les territoires des Gaulois, des résistants. Donc, c'est le territoire d'Astérix et d'Obélix. On nous appelle les Ouazalendo. Les Ouazalendo, c'est le village imprenable qui donne la forteresse imprenable à Jules César. Vous avez la potion magique là-bas. Hein? En tout cas, là, il ne faut pas oser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ça a été vraiment un plaisir et surtout, beaucoup d'informations ont été données. Et je crois que l'opinion qui nous suit, l'opinion qui sait que nous restons toujours fidèles à notre principe, à chaque parole, sa contradiction, mais c'est dans la synthèse qu'il y a la vérité. Aujourd'hui, Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, a parlé, et je crois qu'il a parlé selon sa foi, selon sa nature. Il a donc parlé selon sa vérité, et je suppose que vous avez saisi et certaines informations vous sont parvenues. En tout cas, nous allons nous retrouver une autre prochaine fois. J'espère qu'on ne peut que souhaiter bonne chance à Billy Kambale pour aller convaincre les électeurs de Lubero et que nous ramener, et pourquoi pas, un siège à l'Assemblée nationale. En tout cas, merci et à la prochaine. Merci.